Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour assister à ce deuxième focus. Euh, dans l'imaginaire collectif, la réussite d'un sportif de haut niveau est souvent associée à une idée simple. Il faut commencer tôt et s'entraîner d'une manière exclusive sur son sport. Tiger Woods, qui a commencé à 2 ans, euh, Lionel Messi, qui a commencé très tôt, Simone Biles aussi, qui a commencé très tôt dans la gym, sont des bons exemples, ils ont été loin. Euh, mais ce n'est pas le seul chemin, puisqu'on a parlé de 1000 chemins. D'autres chemins qu'ont utilisé Roger Federer, euh, qui encore Lionel Messi, non pas Lionel Messi, Michael Jordan. Michael Jordan, voilà, Michael Jordan qui a pratiqué le baseball, le football américain. D'ailleurs, il est revenu au football américain en cours de carrière. Cristiano Ronaldo, qui a aussi fait d'autres activités, d'autres sports même, avant de se consacrer à son activité principale. Donc, on voit bien qu'il y a des chemins différents qui soulèvent des problématiques. Une problématique qui est majeure quand même, c'est de savoir est-ce qu'il vaut mieux se spécialiser très tôt pour faire du haut niveau ou plutôt de diversifier sa pratique en étant pré-ado, ado, pour se focaliser ensuite sur son activité. Nous allons traiter ça cet après-midi. Et pour ce faire, je vais questionner nos intervenants et je vais les présenter. Bonjour Julie. Bonjour. Julie Jean, qui est psychologue du sport, docteur en psychologie. Bonjour Lassène Benavida, qui est actuellement entraîneur du baseball 5, pour ne pas dire 5, et qui est cadre à la fédération de baseball, qui est ancien membre de l'équipe de France de baseball. Absolument. Voilà. Bonjour Eric. Bonjour. Qui est cadre technique à la fédération de tir, qui est aussi un ancien membre de l'équipe de France de tir au pistolet. Tout à fait. Bon. Qui sont d'ailleurs, vous trois, moi aussi, membres du team des Mementos du Krebs. Le focus, juste une petite présentation, c'est la suite des lives qu'on avait l'habitude d'organiser sur 1 heure et demie. Donc là, c'est plus court. Pendant 30 minutes, je vous pose des questions et ensuite, sous forme d'échange et de questions-réponses, nos auditeurs nous poseront des questions et nous feront un plaisir de vous répondre dans 30 minutes. Donc, notez vos questions et nous y répondrons. Et aussi la possibilité de voir cette séquence en replay comme tous ceux des lives précédents, on peut aller voir ça sur notre site internet. Et donc, je vais tout de suite passer la parole à la scène, je voudrais savoir, qu'est-ce que ça évoque pour toi déjà cette problématique? Alors moi déjà, si je peux reprendre par rapport à mon parcours personnel en tant que pratiquant, en tant que sportif, j'ai été sportif très tôt, très jeune, je dirais peut-être 5 ans, 5-6 ans, à pratiquer différents sports qui me plaisaient d'ailleurs, à la fois dans la rue, je dirais dans les quartiers, mais et à l'école, beaucoup à l'école. Et j'aimais beaucoup ça, voilà. Donc tous les sports, basket, handball, judo, karaté, j'ai essayé un petit peu le tennis, moins les sports individuels. Et j'ai découvert le baseball vraiment par hasard au collège à 14 ans. Donc j'étais prédestiné plutôt à être footballeur professionnel, dans mon esprit en tout cas. J'avais des qualités plutôt physiques, techniques, assez rapides et agiles des mains et des pieds. Et donc je me suis orienté vers le baseball presque naturellement, j'allais dire. Voilà, je suis tombé amoureux du baseball à l'école. Et avec les années, en pratiquant de plus en plus le baseball, en laissant de côté les autres activités sportives, bah, j'ai plutôt évolué à un bon niveau, un très bon niveau, voire un niveau international. Mais on m'a fait savoir que j'aurais pu aller un petit peu plus loin, voire espérer jouer aux États-Unis au niveau professionnel, si j'avais démarré plus tôt. Donc, un peu de frustration qui s'est installée, toujours une envie, une motivation d'aller au plus haut niveau, ce que j'ai fait d'ailleurs, mais français, au niveau international, mais toujours un peu cette frustration, en me disant, ah, bon, ben, donc c'est, on va dire, le parcours classique d'un sportif de haut niveau, que j'ai retranscrit un petit peu ensuite en tant qu'entraîneur. En fait, j'ai été entraîneur relativement jeune aussi, 18 ans, et je pense que finalement, mon parcours a influencé aussi mon approche en tant qu'entraîneur, et j'ai essayé de former des jeunes joueurs le plus tôt possible pour eux, ils aient une chance d'aller encore plus loin que moi. Voilà. Contrairement à toi, donc tu préconisais à l'époque une spécialisation précoce.
Oui, oui, oui. Voilà. Mais, Parce que mais c'était les instances aussi qui. tout à fait, les instances, l'organisation, et puis les modèles, en fait, les modèles américains, les modèles japonais, avec une pratique intense et très jeune, 5-6 ans déjà dans la discipline. Donc, j'avais cette image-là, voilà, du très haut niveau. Merci. Eric, et ça résonne aussi, je suppose, chez Oui, toi. oui, bah en fait, moi j'ai un peu un parcours similaire à celui de la Seine, dans la mesure où je suis arrivé au tir au pistolet très très tard, encore plus tard que toi, à 35 ans. Et comme toi, j'avais fait beaucoup de sports, de la natation, du canoë, de l'athlétisme, du foot, beaucoup de foot, du handball, enfin du judo, j'ai essayé plein de choses. Et donc, je suis arrivé dans ce sport un peu par hasard aussi, sans avoir l'idée de faire du haut niveau. Et en fait, ben, je me suis retrouvé 5 ans plus tard étant en équipe de France. Donc, comme quoi c'est possible. Et par contre, du coup, dans la culture de ma fédération, c'est vrai que c'était un petit peu, on m'a tout de suite dit, c'est trop tard pour toi, de toute façon. Et j'avais un peu, en effet, ce sentiment que si j'avais commencé plus tôt, j'aurais peut-être fait quelque chose. Et c'était un petit peu ce qui se disait parmi les entraîneurs dans le tir. Et en même temps, mon exemple me montrait que c'était aussi possible. Alors bon, j'ai pas fait les Jeux, j'ai pas été champion olympique, mais je suis quand même arrivé sur du haut niveau en ayant commencé très très tard et du coup en étant en équipe de France en 5 ans, 5 années. Donc j'étais un petit peu partagé entre ces deux vues sur spécialisation très tôt, c'est l'idéal, et la possibilité de faire autrement aussi. D'accord. Les instances poussaient à faire de la pour recruter très tôt. Culturellement, c'était ça. Nous, on a des écoles de tir qui commencent très tôt, 8-9 ans, donc on a des titres de champion de France qui sont délivrés très tôt, des poussins. Donc voilà, c'est un peu l'idée, c'est que nos champions, et c'est vrai que dans la plupart des cas, ils ont été en école de tir, ils ont commencé très tôt, mais on a quelques exceptions. On reviendra voir tout à l'heure sur ces exceptions. Oui. Et Julie, est-ce que tu pourrais préciser un peu ces termes-là, spécialisation, enfin, oui, parce que quand on a commencé à parler, on a vu que c'était pas très clair et qu'il fallait différencier certaines choses. Déjà, une pratique précoce. Donc, pour le cas d'Eric, tu as commencé à pratiquer le tir très tard, effectivement. Mais c'est pas la même chose qu'une spécialisation précoce. On peut faire le tir parmi d'autres disciplines quand on a 8 ans. Donc, dans ce cas-là, on n'est pas spécialisé. Donc, il y a ça. Après, il y a aussi les questions d'intensité. Quand on parle de spécialisation précoce, on suppose aussi une intensité très, très élevée. Donc, est-ce qu'il faut avoir une intensité élevée très jeune ou pas? Et ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi cette différence entre avoir des disciplines complètement différentes. Bon, le baseball, le patinage, l'escrime, je ne sais pas, ça fait 3 disciplines qui n'ont rien à voir. Mais au sein des disciplines aussi, cette question de la spécialisation sur une seule discipline. Par exemple, au tir, il y a plein de disciplines différentes. Tirer à la carabine en longue distance ou au pistolet à 10 mètres, c'est pas du tout la même chose, ça n'a absolument rien à voir. Donc il y a aussi cette question-là qui se pose à l'intérieur de la discipline, la spécialisation interdiscipline et la spécialisation intradiscipline. Ok, alors je vais repasser la question à Eric, à la Seine, par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays. Notamment, bon, tu as une expérience, on l'avait vu d'ailleurs dans le dernier live avec un entraîneur que vous aviez recruté sur l'équipe de France. Mais comment, par exemple, au Canada, ça se passe par rapport à cette spécialisation? Vous pouvez nous expliquer? Alors, au Canada, ils ont mis en place un dispositif ce qu'on appelle le DLTA, le développement à long terme de l'athlète, depuis 2002. En fait, voilà, ils se sont aperçus qu'il fallait travailler en commun entre les différentes disciplines, les différentes fédérations sportives, l'État lui-même, et voilà, le côté santé également et éducation, pour avoir un concept, en tout cas un dispositif qui est lié à la fois le bien-être de la personne, en tout cas l'évolution du sport, de l'activité physique de façon globale tout au long de sa vie finalement, et en parallèle, si possible, donner l'opportunité à certains de faire du haut niveau, quel que soit le sport, à un certain âge, justement pour durer le plus longtemps possible, finalement. C'est à peu près le concept du DLTA. Et donc, ils en sont à la 3e version. Et la 3e version aujourd'hui,
et encore un peu plus approfondie, un peu plus, ils ont eu du recul sur les 20 dernières années. Donc, ça a mis du temps à se mettre en place, ce qui est normal, sur tout le territoire canadien. Par contre, ils ont eu des retours extrêmement positifs. En tout cas, la population qui a adhéré, les dirigeants, les entraîneurs, les parents aussi, de jouer le jeu, de se dire, ben, OK, je laisse mon enfant se développer à un certain âge, donc s'amuser dans le sport, quel que soit le sport. Ensuite, commencer à apprendre à s'entraîner. Donc la deuxième, alors il y a plusieurs phases dans ce concept-là et ce dispositif. Apprendre à s'entraîner, s'entraîner à s'entraîner, s'entraîner à la compétition, ensuite s'entraîner à gagner. Donc tout ça, des phases d'évolution qui différencient en fonction de l'individu et de la discipline dans laquelle il va s'orienter petit à petit, de façon un peu naturelle et pas dans l'obligation d'être compétitif dès le jeune âge dans une discipline. Donc, j'ai bien aimé ce concept-là il y a quelques années quand je l'ai étudié. Difficile à reproduire forcément chez nous dans notre système, nos organisations, mais ça m'a fait évoluer dans mon approche, en tout cas en tant qu'entraîneur en club et ensuite en équipe nationale. Et voilà, j'aime beaucoup ce. Donc ça a ouvert quand même la connaissance de ce système qui est institutionnel. Oui, hein, tout à fait. Il applique à l'école, enfin, puisqu'ils ont mobilisé tous les différents partenaires. Tout à fait. Ça t'a ouvert un peu sur le fait qu'il y avait d'autres voies. Oui, voilà, parce que, alors dans le recrutement, notamment, je dirais, dans le regroupement des athlètes jusqu'à présent, alors moi, j'étais spécialisé dans le baseball masculin et féminin et j'allais recruter dans ma communauté très spécifique et le plus tôt possible. 8-9 ans déjà, on voyait des athlètes sortir un peu du lot. Donc, je me suis concentré sur ces athlètes-là dans le baseball. Alors, la difficulté, c'est qu'on en a peu par rapport au Canada ou aux États-Unis, forcément, donc ça devient plus compliqué. Et j'ai changé encore plus quand j'ai intégré le Baseball 5, en tout cas l'organisation et la responsabilité du Baseball 5, où là, ça laisse la place à des athlètes, je dirais des athlètes en général, donc peu importe la discipline d'origine. Et donc maintenant, aujourd'hui, là en 2026, je suis plutôt à la recherche d'athlètes polyvalents qui ont des bases à la fois de motricité, des bases sportives, des bases cardio, etc. et qui leur permettraient d'être performants en baseball 5 en très peu de temps, en 1 an, voire 2. D'accord, là, donc tu fais appel un peu à ces acquisitions qu'on peut faire dans d'autres sports qui vont servir pour un sport donné. Hein, et donc ces acquisitions, on peut se les forger sur d'autres activités que le baseball ou le baseball 5. Absolument, ouais. Là, je découvre des athlètes, enfin des sportifs, notamment dans les universités de sport, en STAPS, qui sont issus du football, du basket, du handball notamment. D'accord. Et forcément, ils ont développé beaucoup d'habilités qui me correspondent aujourd'hui dans ma discipline. D'accord. Eric, tu voulais parler un peu de ce qui se passait en Italie au niveau du tir, où là, ça va être à l'intérieur d'une activité, une diversité, Oui. soit obligé, soit pas obligé. Tout à fait. Là où en pistolet, on a un certain nombre de disciplines, enfin d'épreuves au sein de la discipline pistolet. Nous, en France, on a tendance à plutôt spécialiser. Alors, c'est vrai qu'il y a des disciplines qui sont très opposées, qui font appel à des capacités de rapidité, de réactivité très importantes, et d'autres qui sont plus, qu'on appelle les disciplines de précision, plus, on a plus de temps pour gérer. Donc, on a tendance à nous spécialiser dans l'une ou dans l'autre, alors qu'en Italie, jusqu'à l'âge adulte, donc on va dire jusqu'à U23, U21, les jeunes tireurs, les jeunes pistoliers italiens tirent toutes les disciplines, y compris celles de vitesse, celles de précision. Donc, ils ont un panel d'habiletés finalement qui sont développées dans toutes ces disciplines. Et ils sont plutôt pas mal, hein, puisque au dernier jeu, il y avait deux, en précision, il y avait 2 Italiens quand même sur le podium. Alors c'est vrai qu'en vitesse olympique, les Français sont plus forts, donc c'est une discipline qui demande peut-être de se spécialiser un petit peu plus, mais en attendant, ils ont fait ce choix, qui n'est pas forcément le nôtre. Et il y a d'autres pays où c'est un peu aussi différent. Alors, il y avait l'exemple du Japon avec les Bukatsu, qui sont les clubs scolaires où on se spécialise très tôt, c'est-à-dire si on choisit du baseball dès la première année de collège, en général, c'est votre sport jusqu'à la fin de votre vie quasiment.
Il y a Mais très ils peu de pratiquent à côté variations. aussi. Ils pratiquent, oui, la pratique de PS classique, mais vous choisissez votre sport. En général, vous y collez, quoi. D'accord. Donc, dans le tir au Japon, c'est un peu plus compliqué pour des histoires réglementaires, mais c'est vrai que le Japon est un peu axé comme ça aussi. La Chine aussi, avec une spécialisation forte, bon, ça, on le sait tous. Mais par contre, au sein des épreuves de tir, donc là, j'ai l'exemple de la numéro 1 mondiale à 10 mètres, qui est au dernier championnat du monde. C'est la numéro mondiale, la numéro 2 mondiale, pardon, 25 mètres aussi, donc très très forte. Et sur les derniers championnats du monde, elle a tiré les 4 épreuves qu'il était possible de tirer, 50 mètres, 25 mètres standard, 25 mètres. Et elle en a gagné 3, elle a fini deuxième sur la 4e, donc c'est aussi possible. Et nous, c'est pas la direction qu'on prend forcément. D'accord, donc on a bien compris à l'intérieur d'une même, on va dire, un même sport, il y a différentes épreuves et différentes disciplines. Oui. Et on voit que certains pays pratiquent obligatoirement tout, d'autres non. Et je voudrais évoquer ce qui se passe en France pour le VTT ou le Trophée de France. Les jeunes jusqu'en cadet y compris, doivent faire les 3 disciplines, trial, descente, cross-country, obligatoire. Et ça entretient en fait et ça développe les habiletés de trial pour le crosseur ou le descendeur est obligé de faire du cross-country pour lui donner un peu de physio. Et ça, voilà, ça s'appelle la diversité à l'intérieur d'une même sport, le VTT. Je voudrais poser la question, donc, est-ce que là, bon, on parle, bon, ça serait peut-être mieux de diversifier en pré-ado ou en ado. Est-ce qu'on a des statistiques ou est-ce que c'est prouvé scientifiquement ce qu'on vient de dire là? Oui, et c'est d'ailleurs assez étonnant parce que finalement, la question de la spécialisation précoce, dans tous les pôles de préparation olympique, tous les entraîneurs rêvent de ce que les jeunes commencent plus tôt, se spécialisent plus tôt, fassent plus de volume plus tôt. Enfin voilà, c'est quand même quelque chose qui est très, très, très ancré. Et en fait, dès qu'on regarde un peu ce que dit la recherche là-dessus, et c'est des domaines sur lesquels on fait de la recherche depuis, je ne sais pas, au moins 30 ans largement, où on commence à avoir des données sur des grands volumes. On se rend compte, par exemple, que sur les méta-analyses, donc là, il y en a une qui cite 60 000 athlètes, ça commence à faire un petit volume de données intéressant. Ça, c'est Collective Brain Association qui a fait un post dessus sur les réseaux sociaux. Si vous connaissez, surtout allez voir, ils sont très intéressants. Et ils notent que sur ces 60 000 athlètes, il y a seulement 7% des internationaux seniors qui étaient des internationaux juniors. Donc, déjà, oui, c'est quand même une sacrée perte. Donc, pour être un international junior, a priori, il a fallu quand même se spécialiser et beaucoup pratiquer. Mais ce n'est pas ces publics-là qui vont être, en tout cas à 93%, des internationaux enseignants. Donc, cette première donnée, elle est très intéressante. Ensuite, il y a beaucoup d'études qui ont regardé, alors c'est fait souvent par sport, mais on retrouve à peu près la même chose partout et pour tous les sports, qui étudient à partir de quel âge on se spécialise et donc qu'est-ce que ça amène comme performance. Et on constate assez systématiquement toujours le même effet, c'est-à-dire que si on s'est spécialisé, on va dire avant 12 ans, en gros, on va arriver à un niveau intéressant, mais bof. Si on s'est spécialisé à partir de 14 ans et demi, 15 ans, alors là, on va faire partie des meilleurs performeurs. Et ça, ces données, elles sont robustes, on les constate de manière assez systématique. Et c'est donc assez étonnant qu'on continue à vouloir absolument se dire, pour être plus performant, il faut spécialiser, alors que tout nous dit que non, c'est loin d'être si simple. Et la pratique multisport a l'air d'être plutôt un facteur de réussite. Mais alors, il y a beaucoup de choses qui poussent à la spécialisation. Les parents, les clubs, comme on l'a dit, les fédérations avec des croyances derrière qui cherchent à recruter le plus tôt possible, avec aussi la croyance de l'âge d'or de certaines acquisitions et aussi le fait des sports à maturité précoce. Parce que là, pour la GR, pour la nat synchro, est-ce que tu peux nous éclairer aussi sur comment on fait pour appréhender des sports où on doit performer tôt?
Oui, alors ça, c'est un sujet très, très compliqué parce que, effectivement, si on prend la gymnastique rythmique, on s'attend à ce que les gens soient à leur optimum de performance à 15 ans, 16 ans. Donc, on peut, on peut Tu difficilement. disais 14 ans. Oui, voilà, on ne peut pas les Ça faire fait- commencer juste l'année d'avant. Mais ça pose la question de comment le système fonctionne, en fait. Qu'est-ce qu'on obtiendrait comme performance si on acceptait de fonctionner différemment? On voit en gym artistique, par exemple, quelqu'un comme Simone Biles, elle est performante très très tard, vraiment, elle s'est arrêtée. Donc elle n'a pas du tout un parcours qu'on pourrait dire spécifique. On a vu au JO d'hiver une patineuse qui s'est arrêtée, qui se retrouve à faire une performance, bon, elle reste encore jeune bien sûr, mais un peu tard et en s'étant arrêtée. Ça, c'est pas du tout dans les cases de ces disciplines-là. Pourtant, en fait, peut-être c'est possible. Et on voit dans d'autres disciplines qui ne sont pas sportives, mais artistiques, par exemple en danse, on a des danseuses qui ont 40 ans et qui utilisent encore leur corps d'une manière qu'on pourrait trouver assez surprenante pour cet âge-là, mais pourtant c'est tout à fait possible. C'est vraiment une question de comment on conçoit les carrières et D'accord, mais la alors pratique. donc pour une GR, actuellement dans un club, des 7, 8, 10 ans, elle a énormément d'heures d'entraînement. Oui. Donc là, il y a des choses à peut-être aménager. Enfin, parce que voilà, à 15 ans, elle sait qu'il faut 16 ans. Il faudra être performante. Voilà. Mais reste cette idée-là qu'il vaut mieux pratiquer finalement le plus tard possible, très intensément et très efficacement. Et finalement, ce qu'on va observer dans ces disciplines-là, comme les autres, c'est que les gens qui vont arriver un peu plus tard, ils vont aller très vite. Et ça, c'est aussi des données de la recherche. D'accord. Ces sportifs qui arrivent un peu en décalé avec les autres, et boum, par contre, leur temps d'apprentissage sur ces 2, 3, 4 ans selon les sports, où ils s'intensifient vraiment et où ils se spécialisent, ils ont une progression très rapide. On a vu ça, on comprend bien que la spécialisation, en plus, il y a des risques de blessures, parce qu'on est en plein développement et de croissance. Il y a des risques de saturation aussi. Il y a des sportifs qui s'arrêtent plus tôt que les autres, ceux justement qui ont commencé plus tardivement. Alors bien sûr, il y a toujours des exceptions. Mais la scène, on a alors, en baseball notamment, aux États-Unis, 10 000 heures pour être joueur pro. Bon, il y a le joueur japonais aussi qui, Shohei Ohtani, voilà, alors, par rapport à ça, là, 10 000 heures, on sait aussi, il y a aussi des théories qui, en France, hein, mais, ou en Europe, il faut tant d'heures pour être en National 1 au foot. Enfin bon, on a plein de. Qu'est-ce qu'il en est, par exemple, par rapport au baseball et ces 10 000 heures? Bah, nous, ça reste entre guillemets un mythe. En tout cas, c'est ce qu'on nous a inculqué, nous, en tant que joueurs, et qu'on a peut-être reproduit aussi en tant qu'entraîneur par la suite, de voir que, en effet, si on n'avait pas ce volume d'entraînement qui est difficilement quantifiable au final, alors on peut toujours se dire, bah oui, il faudrait que je calcule mes entraînements quotidiens, voire mes 2, 3 entraînements en club. Combien d'années il va me falloir pour atteindre le plus haut niveau? Donc ça, personne ne l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Donc ça reste approximatif. Mais on sait très bien que si on n'a pas un entraînement quotidien de 2, 3 heures, 4 heures, on prend du retard par rapport à d'autres athlètes, d'autres équipes. Ça, c'est lié à l'activité et il y a du volume à faire. C'est exactement ça, c'est indéniable. Il le faut pour la répétition, notamment des gestes très complexes comme la frappe ou le lancer, extrêmement complexe et long à acquérir. Donc, d'où l'importance de démarrer tôt, tout simplement pour être performant. Alors, nous, en maturité plutôt tardive, entre 25 et 30 ans, mais il faut quand même ce volume en amont. Mais alors, on parlait de la Major League Baseball, la Ligue professionnelle. Mais tu m'as parlé que récemment, la Ligue, les clubs plutôt, demandent à certains à changer en pleine carrière. Tout à fait. Et ils perdent leur spécificité de l'an. 25, 30, même jusqu'à 35 ans. Là, il y a des joueurs qui ont tellement de qualités, qui pourraient être polyvalents, on va dire, ils pourraient être même très bons dans d'autres disciplines sportives. Et là, les organisations professionnelles leur demandent une reconversion sur un autre poste, on parlait du lanceur notamment, parce qu'ils sont plutôt sur leur fin de carrière, moins performants en termes de statistiques tout simplement. Et ils se disent, il y a une analyse très pointue par rapport à chaque joueur, physique, technique et psychologique, en disant, voilà, donc soit tu t'arrêtes là, on finit ton contrat et tu termines, tu vas dans une
une ligue division inférieure, soit tu restes avec nous, on te propose un contrat supplémentaire d'1, 2 ans, 3 ans, etc., mais sur un poste de lanceur. On n'a jamais fait. Reconversion, ça veut dire petite formation très courte, quelques mois, et la plupart du temps, ça fonctionne. Donc aujourd'hui, on a beaucoup d'équipes, grosses écuries, qui transforment plusieurs joueurs et qui, du coup, restent performants. C'est assez surprenant. Donc ça contrebalance en fait les 10 000 ordres qu'il faut, puisqu'ils s'adaptent. Bon, après, c'est sûrement au niveau coordination, au niveau connaissance aussi du milieu, etc. Bon, mais ça veut dire qu'on peut faire différemment. Tout à fait. Ça reste exceptionnel, à mon avis. Hein. Ça, voilà, quelques joueurs dans toute. Enfin, il y a plus de 900 joueurs en Major League. Ça doit concerner peut-être une vingtaine de joueurs. D'accord. Donc l'idée, c'est qu'on a trop souvent à l'esprit qu'on doit se spécialiser et rester dans sa discipline. Et en fait, c'est la qualité d'un athlète, il a ces qualités-là. Et on dit souvent que Teddy Riner, il aurait pu être un très bon basketteur, qu'un tel aurait pu, voilà. Il y en a même qui changent en cours de route. Là, on a je crois que c'est un athlète du biathlon, hein, Émilien Jacquelin, qui va intégrer en tant que stagiaire une équipe pro de cyclisme. Donc voilà, pourtant, voilà. Tu parlais de Camille, qui avait, tu peux expliquer un peu parce que... Oui, Camille Jedrzejewski, qui est donc médaillée d'argent aux Jeux de Paris. Qui vient du patin, en fait, qui a commencé à 9 ans et qui s'est spécialisé, qui est entré en pôle tir à 15 ans. Donc, ça correspond à peu près à ce qu'on dit. Donc, ça veut dire qu'elle a baigné dans un fond sportif très important. De l'équitation, de l'escrime, de la course à pied, de la natation. Donc, elle est très, très, très sportive. Et à l'heure actuelle, c'est notre meilleure française. Donc, ça a vraiment fonctionné. Elle est devenue très, très forte, et à 25 et à 10 mètres. Donc, ça correspond. On a aussi l'exemple de Clément Bessaguet, qui est numéro 1 mondial en vitesse olympique. Et lui, qui est arrivé au tir. Alors, par contre, il ne tirait pas avant. Il est arrivé à 14 ans au tir. Parce qu'il avait des soucis. Il jouait beaucoup au foot. Mais voilà, pareil, multisport, transfert sur le tir. Et puis, ça fonctionne. D'accord. Enfin, j'ai aussi une jeune athlète, enfin un peu moins jeune maintenant, mais qui a doublé en canoë et en kayak aux Jeux Olympiques. Donc, elle a gagné à Paris en kayak et en canoë, ce qui était incroyable. Les anciens auraient dit, mais c'est impossible. Et donc, les règlements ont évolué et maintenant, on a le droit de doubler. Et elle prouve qu'on peut pagayer en kayak et en canoë au plus haut niveau à décrocher une médaille d'or. Donc, alors si on revient en arrière, qu'est-ce qui fait qu'on se spécialise et que la spécialisation, des fois, induit la démotivation? C'est les classements nationaux, très jeunes. C'est l'importance qu'on apporte alors les parents à la médaille, au podium. Il ne faut pas éradiquer tout peut-être, mais relativiser. Et comme tu le disais, on retrouve dans les statistiques que tu donnais ou sur les podiums olympiques peu de champions de France cadets. Il y en a quelques-uns, mais c'est plutôt le ventre mou des championnats de France cadets qu'on retrouve plus haut. Donc ça, je pense qu'il faut qu'on en tienne compte, sachant qu'il y a toujours des exceptions, forcément. Juste rebondir là-dessus, je pense que c'est lié aussi à l'histoire de chaque fédération. Nous, on a eu un champion olympique en 2000 à Sydney, Franck Dumoulin, qui était meilleur que les seniors des cadets. Donc, ça a aussi, je pense, imprégné la culture de la fédération sur le fait qu'on peut être très fort très tôt et durer dans le temps. Il a fait une énorme carrière, champion du monde, champion d'Europe. Enfin, il a tout gagné. Donc voilà, je pense que ça peut aussi jouer sur la perception. Et après, les croyances qui s'installent. Ce qui reste étonnant, c'est pourquoi on a cette croyance dans ce mythe-là, du sportif ultra spécialisé, et pourquoi quand ça arrive, on se dit c'est ça la solution, alors que globalement, la pratique sportive nous montre plutôt le contraire. Ouais. Pourquoi on tilte là-dessus, c'est étonnant. Il y a même des situations où on est persuadé
que c'est des parcours très spécialisés. On prend l'exemple des sœurs Williams en tennis, par exemple, parce leur père a planifié leur montée en charge dans la discipline de manière très précise, mais ce sont des personnes qui pratiquaient plein de sports, justement par rapport au fait de maintenir une motivation dynamique et fraîche. Venus Williams a été sortie du circuit de compétition pendant plusieurs années aux grandes dames de son entraîneur que ça rendait fou. Hein. On le comprend tout à fait parce qu'elle était déjà extrêmement performante. Donc même les gens qu'on envisage comme étant des personnes très spécialisées, finalement, ne l'étaient pas tant que ça. Donc c'est vraiment une question de représentation qu'on se fait de l'accès à la performance. Parce que c'est plus le Tiger Woods à 2 ans avec le club. Bon, ben, ça marque l'esprit et puis on se dit, ben, voilà. Et je pense que les golfeurs ont dû, et les fédés de golf, être investis par cette image-là. Et sauf qu'on oublie que Tiger Woods, il a des problèmes de dos, il a des problèmes d'arrêt dus à des burn-out, il a des dépendances. Peut-être, alors ça, je ne vais pas faire le psy. Mais peut-être que c'est dû à sa spécialisation précoce et peut-être son impréparation par rapport aux conditions et aux qualités physiques requises qu'il a peut-être pas développées au moment opportun. Voilà, il est 16h31. On va passer aux questions. Donc, si il y a des auditeurs qui sont encore là et qui veulent bien nous poser des questions. Est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées par le chat? Oui, je commence par les questions du chat et puis n'hésitez pas après à vous signaler. On répond vite. Alors, on essaye d'avoir des réponses concises. Oui. Parce qu'il y a pas mal de questions. Alors, oui, du coup, il y en a tellement. Alors, la recherche indique-t-elle à partir de quel âge une spécialisation tardive permet de progresser plus vite? Question d'Autria. Coucou Autria, au passage. Oui, on voit vraiment cette bascule entre 14 et 15 ans dans les données scientifiques. Voilà, je pense qu'à l'heure actuelle, on peut considérer que c'est un bon repère. C'est un repère intéressant. Ensuite, après, il y a des réflexions et des remarques. Développer le champ des possibles chez les jeunes augmente aussi le potentiel dans la spécialisation en permettant de sortir du chemin classique dans la réussite. Et le frein est souvent celui de la famille ou du cadre fédéral du rigide. Je pense que tout le monde ici partage. La première question, c'était sur quand tu parlais de toutes les données statistiques, et donc à dire, mais ça vient d'où ces recherches, c'est quoi, quels sont les éléments? Alors, je mets dans le chat, donc il y a une association qui s'appelle Collective Brain Association, en anglais, mais bon, c'est on est des francophones, qui fait beaucoup de travail de retransmission de ces recherches. Donc, vous pouvez les trouver très facilement sur les réseaux. Et vous pouvez aussi adhérer à cette association OLEA. Il y a des webinaires scientifiques. Alors là, c'est très pointu scientifiquement parlant, très réguliers. Ils sont très intéressants parce qu'ils sont extrêmement rigoureux et ils ne vont pas faire d'erreurs en utilisant des neuromythes ou des choses comme ça. Donc, c'est une bonne source. Je l'ai mis dans le chat. Après, peut-être qu'on peut proposer aux gens de prendre la parole. Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole? Vous levez la main. Vous pouvez soit lever la main, soit ouvrir votre micro. Ouvrir le micro. On regarde s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Serge est intervenu, Alain, Michel, il y a... Ah oui, ben là, il y a une question à laquelle on n'a pas répondu. Mais peut-être Alain Coupé, peut-il repréciser ou prendre la parole directement sur sa question? Alain, es-tu là? Oui, je suis là. Excusez-moi, je me branchais. Oui, tout à fait. J'ai pas compris en fait. En fait, ce que je voulais dire, c'est si la notion de spécialisation précoce
se développe, c'est le cas en tout cas, notamment dans les fédérations en France, hein, dans de multiples sports, ça devient même presque une norme. Voilà. Quelles conditions y a-t-il pour que ça reste quelque chose qui n'abîme pas les sportifs, autant psychologiquement que physiquement, que motivationnellement, et quelles sont les conditions pour que ça reste jouable, quoi, cette pratique sportive longtemps? Même si, et je suis d'accord avec vous, il serait tout à fait souhaitable de diversifier plus les pratiques et de donner un fort volume vers 14-15 ans. Je trouve que cette démarche est intéressante, mais je trouve qu'elle n'est pas suffisamment développée dans les fédérations, hein. Dans la fédération où je suis en tennis de table, on ne parle pas beaucoup de ces choses-là. Il y a des exemples, mais bon, les croyances sont fortes et les analyses scientifiques sont peu diffusées. Voilà ce que je voulais dire derrière un petit peu, mais il y a beaucoup de choses aussi dans ce que j'ai dit. Oh, ben, pour reprendre ce que vous avez dit, et on a répondu un tout petit peu. Alors c'est vrai que pour le ping en particulier, mais d'autres activités, on en parlait, il faut une grosse somme un volume important pour acquérir les gestes compliqués. Cependant, on s'aperçoit qu'il est possible quand même, malgré ces gros volumes, de faire de la préparation physique, de faire du physio à côté, de faire des acquisitions dans d'autres. Alors, on a le club des frères Lebrun à côté, et ils ne font pas que du ping. Alors, certes, ils ont commencé tôt, oui, ils en ont fait beaucoup. avec leur père qui a distillé beaucoup de liberté. Hein, il est très connu qu'on Félix, il lui a demandé comment il voulait tenir sa raquette. Donc, il a pris la prise porte-plume, mais il avait beaucoup de liberté et beaucoup de liberté aussi via la préparation physique sur l'acquisition d'autres habiletés en dehors du ping proprement dit. Avec alors, en restant des fois dans le gymnase, mais en faisant des petits sprints, en faisant et très rapidement, et aussi de la réponse sur des réflexes conditionnés, etc. Donc, à l'intérieur même d'une discipline qui demande beaucoup de volume, il est possible, si on s'en donne les moyens, de faire d'autres activités qui vont enrichir les mouvements de base du ping. Oui, on essaye, nous, sur les disciplines baseball, softball notamment, chez les très jeunes, en club, donc moins de 9 ans ou moins de 12 ans. En tout cas, c'est ce qu'on préconise dans nos formations fédérales pour nos encadrants, futurs encadrants, de proposer à l'ensemble des pratiquants différents postes, en fait, alors surtout défensifs, puisque plus on va monter en catégorie et en niveau, plus on va se spécialiser dans un poste défensif. Mais là, on propose, on demande aux entraîneurs d'aller changer les postes des joueurs, alors que ce soit l'entraînement et surtout en match. Alors là, et c'est la difficulté de nos encadrants où ils veulent les meilleurs joueurs à des postes stratégiques, mais déjà très jeunes, pour gagner un championnat départemental, régional, voire national. Donc, c'est un peu la difficulté. Ouais, exactement. Mais quand on avait discuté, donc on fait des discussions préparatoires pour ce genre de situation, on avait parlé aussi de la manière dont les clubs étaient finalement récompensés pour leur performance. On se rend compte que souvent, il y a des clubs qui sont formateurs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément de très belles performances sur le championnat pour l'âge donné, mais par contre, ils sont fournisseurs des équipes de France de manière assez systématique, parce que justement, ils ont laissé leurs jeunes se former sans être focus performance quand ils étaient plus jeunes. Et donc, on pourrait se dire quand même, on pourrait vraiment proposer des prize money, enfin des choses comme ça au club pour la dimension formative de leur travail. La reconnaissance. Oui, pour que ce travail de formation qui finalement éloigne le fait d'obtenir des médailles tout de suite puisse être reconnu. Et souvent, les clubs formateurs sont squeezés parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et alors, ça se passe au ping, mais ça se passe dans beaucoup d'activités, hein, malheureusement. Et il y a eu des tentatives dans certaines fédérations de continuer. Alors déjà, à citer le club à quel appartient alors, sur des épreuves nationales. Déjà citer le club à quel appartient, mais ça se fait couramment, mais de citer le club formateur.
mais c'est très rare parce que c'est vite abandonné, parce que c'est lourd. Mais voilà, donc ils en sont quand même, alors dans beaucoup d'activités, quand le club, le nouveau club prend le jeune, il paye des indemnités au club formateur. Donc ça se fait beaucoup dans beaucoup de fédérations. Payer, alors, pour que le club formateur s'y retrouve quand même. Mais bon, voilà, c'est un moindre mal, mais ils ne sont pas reconnus, effectivement. D'autres questions? Oui, Serge. Oui. En athlétisme, on a quand même la chance d'avoir justement toute cette base de formation avec les jeunes où on leur propose systématiquement des compétitions par équipe en triathlon, ce qui permet de diversifier toutes les acquisitions, des acquisitions diverses. Et on n'oriente pas trop sur la spécialisation avant 15-16 ans. Et même dans cette approche sur une spécialisation vers les 16 ans, on constate quand même des mutations chez les juniors et les espoirs qui peuvent muter grâce à la palette qu'ils ont acquis en étant plus jeunes. Voilà. Non, mais enfin, l'athlétisme a la chance d'avoir une multitude de disciplines différentes, les lancers, alors Ouais. c'est plus, et qui va permettre aux jeunes de varier en fait et d'avoir des acquisitions un peu dans tous les domaines d'explosivité, mais aussi d'agilité, de prise d'information. Enfin, il y a beaucoup de coordination, bien entendu. Et bon, après, c'est vrai que dans les sports, alors on prend le ping. C'est une raquette et on n'a pas multiples disciplines derrière le ping. Donc, c'est là où il faut se creuser la tête pour créer d'autres activités à l'intérieur du ping si on le fait. Mais on pourrait prendre la GR ou la nade synchro pour essayer de trouver d'autres variantes pour faire acquérir tout le panel que doit acquérir un jeune athlète pour pouvoir faire face ensuite aux contraintes de son activité propre. Et quelque part, on en vient aussi au sport scolaire hein, avec ce qui est pratiqué au niveau scolaire, qui doit être aussi ce qu'on pratique en athlétisme, c'est-à-dire des aptitudes dans plein de domaines. Et voilà. Et là, ça pêche un petit peu. On constate quand même chez les jeunes qui arrivent en club un déficit relativement important par rapport à ce que certaines générations ont pu connaître. Oui. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Non, mais ça renvoie quand même au volume de pratiques sportives tout court pour tout le monde dans la vie de tous les jours. Parce que c'est quand même ce que disent aussi les recherches qui montrent l'impact du multisport. C'est que, d'accord, il faut quand même faire du sport. Il faut quand même faire du sport et en faire beaucoup. Et quand même donc relativement jeune. C'est quand même ça que ça montre. Hein. Ça ne dit pas juste qu'il ne faut pas se spécialiser. Ça dit qu'il faut faire du sport. Parce que ceux qui gagnent sont ceux qui faisaient du sport. Quand même, ça semble évident, mais on voit bien aussi que derrière, il y a des modèles de pays qui vont avoir une promotion de la pratique sportive tout court, non spécialisée, qui n'est pas exactement notre manière à nous de voir les choses. On n'a pas parlé de la Norvège, mais la Norvège, alors si par rapport au sport de neige-glace, mais pas que, ont une approche un peu similaire aux Canadiens, avec une pratique pluridisciplinaire presque imposée à l'école, bien entendu, mais aussi dans les clubs, et donc avec des résultats qui sont très bons vu le nombre d'habitants rapportés au nombre de sportifs de haut niveau. Et une des explications, c'est cette polyvalence qui est développée très tôt, donc pratique sportive en fait, pas pratique du canapé et jouer au foot avec les manettes. Hein. Effectivement, il faut pratiquer le sport. Et quand vous parliez de vos expériences, vous êtes arrivé, tu disais tireur très tard, mais avant, tu avais fait du foot, tu avais fait plein de choses qui t'ont permis ensuite de progresser très vite quand il a fallu régler les problèmes de tir. Pareil pour, tu disais, le foot, les prises d'informations,
voilà, tu étais apte et peut-être que tu aurais performé dans un autre sport collectif. Hein, voilà. Et donc, voilà. Mais effectivement, faire du sport, déjà, c'est important. Ouais, c'est sûr que c'est la base. Non, mais c'est évident. Mais non, c'est pas évident. Voilà, c'est ce que disent quand même les recherches. C'est qu'on part quand même sur des situations où on fait du multisport, mais on en fait beaucoup. Quand même, en volume, je veux dire. Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions, soit écrites, soit… Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Moi, j'ai deux questions, mais juste avant, petite remarque, d'une part pour la famille Lebrun, parce que c'est plus une famille qu'il y a deux joueurs, mais c'est une famille. En réalité, le père et la mère étaient dans le tennis de table. Moi, en tant que joueur, j'ai plutôt connu le père que les deux enfants, le père qui a été champion d'Europe avec la génération Gatien, Legout et compagnie. D'autre part, il y a quelqu'un qui a abordé la question des formateurs. Il y a beaucoup de choses à critiquer dans le fonctionnement du football. Par contre, ils ont réussi quelque chose d'exceptionnel, c'est leur système de formation. D'abord, on a l'impression que la France a un réservoir inépuisable de joueurs. Vous avez une grande star qui arrête, c'est pas un problème, il y en a une ou deux qui remplacent. Ça vient quand même de la qualité remarquable des formateurs qui travaillent au quotidien ou en tout cas tous les week-ends, qui sont souvent bénévoles et qui alimentent les gros clubs. Effectivement, vous l'avez dit, les gros clubs récupèrent souvent le travail qui sont faits dans les clubs de banlieue, les clubs de campagne, etc. Et ils ont réussi quelque chose d'intéressant, c'est que les petits clubs qui ont formé les joueurs touchent des sommes relativement conséquentes lorsqu'il y a des transferts importants. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un transfert de joueurs de club à club, évidemment, une partie de l'argent revient au club formateur. Et ça, c'est quelque chose qui me semble assez intéressant. Mes deux questions, qui sont pas liées. La première, c'est que j'ai remarqué, notamment dans le tennis, que les filles arrivaient sur le circuit pro beaucoup plus jeunes que les garçons. Donc ça m'intéresserait si quelqu'un peut me faire une réponse là-dessus. C'est-à-dire que maintenant, vous regardez, vous avez fréquemment on va dire des gamines, hein, c'est pas les insulter, de 16-17 ans sur le circuit professionnel. C'est quelque chose de fréquent. Deuxième point, c'est vous parler du multisport. Est-ce que vous n'avez pas peur quelque part que ça s'apparente aussi à du consumérisme? Alors, Eric avait lancé un peu l'idée tout à l'heure, effectivement, quand du papillonnage, on connaît ça chez les jeunes, ils font un an, voire 6 mois là, etc. Bon, c'est vrai que ça ouvre la porte à ça, mais c'est pas ça qu'on développait nous. On développait une pratique quand même conséquente dans l'acquisition, c'est-à-dire quand on se met dans un club, on reste soit on reste déjà plusieurs années, et ça ne veut pas dire qu'on reste, on fait une ou deux soirées, mais on peut faire aussi le week-end une autre activité. C'est pas incompatible, et c'est ce que tu expliquais, Julie, d'être inscrit à deux clubs différents. Bon, là, il y a plein de paires autour, et c'est fréquent. Et effectivement, le papillonnage, ça là, effectivement, c'est contre-indiqué, on va dire, même si c'est intéressant parce que pendant les 3 premiers mois, ils vont s'investir, mais c'est pas suffisamment long pour acquérir suffisamment des compétences ou des développements physiologiques ou de coordination. Bon, il faudra pas. Et donc, effectivement, le papillonnage, bon. Déjà, ça veut dire qu'il y a une volonté d'aller faire quelque chose. Donc, on ne va pas casser quand même tout. Bon, s'il faut un an plein dans chaque activité, déjà, c'est déjà pas mal. Oui, mais ça pose même une autre question, parce que à ces âges-là, c'est normal finalement d'avoir besoin de changer. Donc, dans l'absolu, il faudrait, enfin, ça existe, hein, il faudrait des clubs multisports qui permettent ces passages par cycle de diverses disciplines. Enfin, il y en a, hein, mais il n'y en a pas beaucoup. Moi, c'est ce que j'ai fait jeune, mais c'était parce que tous les sports m'intéressaient. J'étais amoureux de sport et en fait, je changeais régulièrement de sport, mais parce que j'avais envie de découvrir le canoë, parce que j'avais envie de faire du tennis, parce que j'avais envie de faire plein de choses. J'ai pas eu assez d'années à la rigueur pour essayer tout ce que j'avais envie d'essayer. Et oui, et c'est pas du zapping de faire. Mais par contre,
J'ai jamais été excellent dans quelque chose. Pour le plaisir, quand même. Et oui, voilà. Ouais, il faut garder ce plaisir, c'est sûr. Et la spécialisation, on connaît l'histoire de sportifs qui, on en parlait tout à l'heure, qui font un burn-out très tôt parce qu'il n'y a plus ce plaisir, il y a des contraintes de réussite, il y a des contraintes de rentrer dans des classements, etc. Je voudrais, avant de terminer, quand même répondre à la question de tennis et les joueuses. Bon, il y a des réponses, mais peut-être pas les donner, parce que les jeunes filles, les jeunes femmes se développent plus vite et atteignent une maturité physique et physiologique plus tôt que les garçons. Il y aurait déjà une explication par rapport à cette... L'entraînement a changé aussi. Hein. Enfin, donc, bien sûr qu'elles ont le potentiel de faire ça parce que le développement est plus précoce, donc ça, physiologiquement, c'est possible, mais l'entraînement a changé et permet ce progrès très, très rapide. D'ailleurs, bon, en ping, on a la même chose aussi. Hein. Finalement, sur les sports de raquettes, c'est une espèce de tendance. On a des capacités d'entraîner qui ont changé. On est beaucoup plus efficace, on va dire. Et avec donc des maturités qui arrivent plus vite chez les dames, chez les femmes, et du coup, ils peuvent encaisser des entraînements plus forts et plus intenses que les garçons. Ils arrivent sur le marché international plus tôt. Donc, voilà. Et on retrouve ça un peu dans les différentes activités. Hein. Vous avez raison pour le tennis de table, mais elles arrêtent aussi beaucoup plus tôt. Ah. Alors que dans le tennis, elles continuent. La plupart, sauf quand elles sont arrêtées pour des problèmes de dopage, par exemple, mais ça, c'est un autre sujet. Oui. Mais après, le fait, on a calculé aussi dans différentes activités la durée de vie à haut niveau. Et quand le début se fait tôt dans l'âge, eh ben, la fin arrive. Forcément, on arrive plus tôt. Arrive plus tôt. Alors, il y a toujours des exceptions, hein. Bon, mais voilà, pour plein de raisons, les raisons physiologiques, d'usure, mais aussi de burn-out, de démotivation, parce qu'à un moment donné, voilà. Et puis aussi, des fois, d'atteindre un objectif très tôt, il faut se remobiliser derrière. Et des fois, c'est pas un objectif très élevé. Champion de ligue, ça y est, j'ai atteint mon Graal. Et puis, voilà. Bon. Oui, et puis. Alors, bon, après. C'est recevable aussi. Quand très jeune, on a déjà des médailles olympiques. Ça peut tout à fait changer la manière dont dans 10 ans, on aura encore envie d'avoir des médailles olympiques. Hein. Et ça, l'avenir nous le dira pour certains. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait levé la main. Oui, bonjour. Je suis désolée, je ne peux pas vous montrer mon visage parce que ma caméra ne marche pas. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour la qualité de ce mémento, de ces échanges. C'est la première fois que j'y assiste et j'y suis venue par la MRP Aura. En fait, moi, je suis enseignante, maître de conférence en STAPS à Grenoble depuis 1998 en physiologie et bioénergétique. Donc, je ne fais pas partie du milieu fédéral et j'enseigne plus particulièrement en L3 entraînement. Et il est vrai qu'avec mes collègues de l'entraînement et qui, eux, ont des liens avec le milieu fédéral, on s'accroche un peu sur la question de la performance puisque voilà, moi j'ai toujours un problème éthique avec l'intégrité physique et psychologique et de l'enfant, l'adolescent, l'adulte qu'on soumet à de fortes contraintes d'entraînement, de charge, avec comme finalité la performance. Et avec tout ce que j'ai entendu et vraiment encore une fois des choses extrêmement intéressantes, je trouve que finalement tout ce que l'on observe est très concordant avec ce qu'on connaît et qu'on connaît parfaitement bien de l'impact de la contrainte, du stress exercice, stress entraînement sur les organismes, que ce soit des adaptations biopositives ou bionégatives. Et donc, j'ai été particulièrement intéressée par le modèle canadien, le DLTA, là, qui a été présenté par l'un d'entre vous. Et est-ce qu'il ne serait pas de la responsabilité des fédérations, mais responsabilité générale des fédérations sportives, que finalement de prendre en considération cette tendance qui est confirmée, qui dit que si on se spécialise trop vite, on ne devient pas forcément un champion, qu'on a plus de risques d'attaquer son intégrité physique à moyen long terme et d'avoir une saturation précoce.
Donc, est-ce qu'il n'est pas de nos responsabilités que de développer, nous aussi, un dispositif qui aille dans le sens de la prise en considération de tout ça pour mettre en adéquation l'accès à la performance tout en préservant l'individu sur le long terme, en fait. Merci pour cette question qui remet au centre du village l'église, donc, parce que quand même, jusqu'à présent, nous n'avons parlé que de la performance. Enfin, principalement de la performance et du fait que ça permettait d'être performant. Mais oui, bien sûr, c'est aussi de la responsabilité fédérale et de l'État. Oui, c'est plus ça. Il me semble que tant que l'État ne sera pas investi, les fédérations ne prendront jamais ce chemin. Et au Canada, ça a été imposé par l'État, si j'ai bien compris. Oui, exactement. Donc, il me semble que ça peut marcher que dans ce mode de fonctionnement. Je vois mal les fédérations prendre à bras le corps. Non, ou les fédérations faire la demande à l'État, peut-être, parce que vous êtes les principaux concernés, les accompagnants, les formateurs, et c'est quand même triste d'imaginer que au service de la performance, on puisse contraindre un organisme et dans toute sa complexité, à la fois psychologique, physique, énergétique, et j'en passe. Et que pour certains et beaucoup d'entre eux, de toute façon, ils n'atteindront pas l'élite, mais auront malgré tout des dégâts au cours de leur développement et peut-être des conséquences sévères pour la suite de leur vie, puisque cet organisme est censé nous mener au bout et le plus loin possible, on l'espère, mais dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, moi, c'est vraiment toujours une vraie question éthique que je me pose, et j'avoue que bien que j'enseigne avec la physiologie et l'énergétique à visée de performance, parfois j'aimerais bien qu'on redéfinisse ce qu'est la performance et que c'est pas que des médailles peut-être. Oui, en tout cas, l'État délègue à chaque fédération le soin de délivrer des titres et puis en fait le soin de former dans sa discipline les jeunes. Et au bout, la fédération, en fait, c'est l'émanation de clubs et souvent, ça part du club. Et le club, comme on l'a expliqué, qui veut en fait des subventions, et les subventions, elle ne les obtient auprès de sa municipalité que s'il y a un champion de France. On sait que dans les petites catégories, c'est un peu plus facile d'avoir un champion de France. Donc, les clubs essayent de presser un peu pour qu'il y ait un champion de France minime, ou un champion de département ou de comité. Hein. Mais voilà, donc c'est très difficile de faire évoluer la situation. Mais la bonne voie, peut-être, c'est lors des formations de nos DE, de nos DGEPS, de peut-être communiquer, voilà, de sensibiliser, comme vous le faites avec vos étudiants. Les fédérations peuvent le faire. Et alors, donc, au CREPS, on a bien sûr des formations. C'est aussi aux formateurs là, de ces formations, peut-être de faire passer des idées. Hein. Mais on a en face des monuments quand même qui sont des blocs qui ont aussi leur exigence par rapport à ce qu'on a expliqué, quoi. Et puis, aussi à savoir que les fédérations sont quand même jugées à la fin sur le nombre de médailles olympiques qu'elles ont remportées, et que notamment pour des petites fédérations comme, enfin petites entre guillemets, on est 300 000 licenciés, mais on est quelque part un sport mineur, le tir. On existe à travers l'olympisme, donc la pression, elle n'est pas forcément la même que sur le basketball. Si on n'a pas de médaille olympique, c'est compliqué pour nous et ça a un vrai impact sur notre existence même, en fait, en tant que sport. Donc, pas pour défendre, je suis entièrement d'accord avec vous, tout ce qui a été dit là, mais voilà, il faut aussi se mettre du côté des fédérations qui ont aussi une pression de part de l'ANS, de tout un tas d'organismes, et voilà, avec un devoir de résultat qui facilite pas forcément la mise en place de ce genre d'approche, même si nous, en tant que fédération de tir, on essaie de mettre une sensibilisation, comme ce qui vient d'être mentionné, dans nos formations et nos DE et nos CQP, etc. Si je peux me permettre juste un dernier mot sur le DLTA notamment. Alors oui, c'est un modèle qui paraît idyllique entre guillemets
ou idéal, mais je crois que ce dont j'ai retenu certains éléments, c'est qu'il y a du lien. En fait, il y a beaucoup de liens entre le mouvement sportif, l'enseignement à l'école, justement, alors, à tous les niveaux, et le côté aussi sport-santé. Sport-santé, ce qui fait que c'est vraiment de l'utilité publique. Le sport d'utilité publique à tous les niveaux. Et il n'est pas exempt de parler de haute performance, parce que dans leur schéma, c'est bien dit que les meilleurs, à un moment donné, feront de la haute performance. Mais peut-être ce qui nous manque dans notre organisation, notre système en France, c'est ce fameux lien entre, alors moi je le vois pratiquement au quotidien, entre ce qu'on enseigne à l'école à tous les niveaux, tous les échelons, et ensuite le transfert en club. Des fois, les entraîneurs ou les éducateurs sportifs, d'un côté, les enseignants, voire les profs de PS, ne sont pas forcément sur les mêmes longueurs d'onde. Et donc là, c'est plus. Alors, c'est un débat qui. Grand sujet. Exactement. Donc là, si on arrive à faire en tout cas un peu plus de lien et de sens dans l'intérêt global, peut-être qu'on performera un petit peu plus, différemment en tout cas. Je peux compléter juste un mot, parce que par rapport au milieu fédéral, vous avez ce qui a été dit, je suis tout à fait d'accord, hein, effectivement, il y a le problème de l'obtention des médailles, mais les fédés ont deux objectifs, les médailles, vous l'avez dit, et le nombre de licenciés. Et ça, c'est crucial pour les clubs. Les clubs, les municipalités, c'est ça qui les intéresse. C'est le nombre de licenciés davantage que les médailles. Les médailles, c'est bien si ça vient, mais ce qui leur importe, c'est que les équipements sportifs soient utilisés au maximum, avec un maximum de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs, qui pratiquent une activité. Donc, ça détermine quand même le fait, dans votre débat, la spécialisation, bah oui, mais une fédération, ce qui lui intéresse, elle, c'est d'avoir le maximum de gens qui ont une licence dans leur activité à eux, pas dans celle du voisin. Ouais, bien sûr. Et malheureusement, pour certaines activités comme le ping actuellement, via l'engouement qu'il y a par rapport aux frères Lebrun et les médailles olympiques, à Paris, ils refusent du monde, malheureusement, pour certains sports et d'autres, on les porte ouvertes, hein, bien entendu. Mais vous avez raison de dire que le nombre de participants, de licenciés est important. Mais il faut réussir à les garder, c'est ça aussi, mais on ne va pas revenir sur le débat. En tout cas, merci pour votre participation. Et vos questions. Merci à nos intervenants. Merci à Olivier Le Rouge, qui sait plus. Bravo à lui. J'avais la pression de parents là. Il ne faut pas que je me tais. Mais en tout cas, si vous pouvez remplir le questionnaire que vous trouverez, voilà, il faudra pour nous permettre de progresser. Donc, si vous pouvez remplir le questionnaire satisfaction, ça nous permet d'aller plus loin et d'améliorer nos petits focus. Voilà, le prochain aura lieu fin mai, début juin. On connaît déjà exceptionnellement le thème qui sera l'entraîneur et le sportif face à la blessure, et avec un intervenant de haut vol sur la question, et aussi des rédacteurs, comme d'habitude, des Mématos. Donc voilà, merci à tous. Rendez-vous au mois de mai, et avant, vous pouvez aller voir, notamment pour le professeur là, de Grenoble, je crois, les autres lives que vous pourrez trouver sur notre site internet, hein, dans la rubrique live. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.